Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de Confidence d'un passionné, nous rencontrons Denis Beauregard, un généalogiste reconnu. Bonjour, Denis. Bonjour. Denis, tout le monde vous connaît en tant que généalogiste, mais pas grand monde connaît la personne à l'extérieur de la généalogie. Qui est-il? Effectivement, bon, d'un point de vue personnel, mon parcours de vie a fait que j'ai eu beaucoup de temps pour faire de la généalogie. Je ne suis pas très bavard, je suis pas le genre de personne qui va aller jaser avec les gens. Donc, les gens qui, souvent, ils vont me voir dans une bibliothèque, il y en a qui ne savent pas que c'est moi. Là, je peux vous raconter un truc intéressant à ce sujet. Euh, j'ai été à peu près le premier à avoir un site web dédié à la généalogie. À la Société de généalogie à Montréal, il y avait une table à l'arrière avec deux prises de courant. C'était la seule table où on pouvait s'installer avec un ordinateur portable. Fait qu'à l'époque, je m'étais installé là et il y avait un monsieur qui s'assoyait souvent en face de moi et lui était comme le deuxième à avoir un ordinateur portable. On a peut-être même été les deux en même temps. À un moment donné, il commence à parler de mon site web. Il ne connaissait pas mon nom. On s'assoyait en face de l'autre, et il ne me connaissait pas de vue parce que je n'avais pas de photos sur mon site web. Là, les gens qui voient ma page sur Facebook, ben là, ils ont une photo, ils peuvent m'identifier, mais sinon, les gens ne savent pas qui je suis. Et monsieur, il jase avec moi, il jase à mon site, puis sans savoir que c'est moi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je lui dise, ben oui, c'est mon site que tu parles, là. Regarde la vidéo de Dieu. Fait que, oui, c'est pas. Il y a des gens qui me connaissent de vue, il y a des gens qui, effectivement, euh, me reconnaissent, ou j'ai déjà donné des conférences autrefois, donc il y a des gens aussi qui m'ont vu dans ce contexte-là. J'ai découvert la généalogie il y a. Je suis membre à vie de la Société à Montréal, je pense, depuis 81. Donc, ça fait longtemps que je sais que j'ai la piqûre. Mais donc, à l'époque, quand on a commencé, j'étais quelqu'un dans le troupeau. J'étais un jeune. C'est déjà des jeunes qui font de la généalogie. Il n'y en a pas beaucoup. Et donc, quand j'ai commencé, j'ai découvert par hasard le dictionnaire de Tanguay quand j'ai commencé le cégep en 75. Je me promenais dans les bibliothèques, je vois ça, là, un dictionnaire des familles. J'ai un dictionnaire généalogique des familles canadiennes. Je regarde ça, je suis curieux. Il n'y a pas de beau regard. Je dis, ça n'a pas d'allure, on n'est pas dedans, on n'est pas des vrais, là. Les autres, on y est arrivés, là. On ne l'a jamais dit. Fait que là, je mets le dictionnaire sur la tablette. Je continue ça, c'était en 75. En 80, je suis allé à l'ancien palais de justice, qui était le site des archives nationales du Québec à Montréal. C'était en face du nouveau palais de justice. C'est ce qui est devenu maintenant le conservatoire de musique. Donc, je suis entré à cet endroit-là. Il y avait un dictionnaire, une pile de feuilles avec une revue de classeur, tu sais, comme dans un bureau. Les gens vont classer les vieilles factures là, avec une espèce de reliure avec deux tiges de métal qui rentrent Ah dedans. oui, oui. Et ça, c'était le dictionnaire des paroisses du comté de Sheffield. Ah bon. Ça, mes parents, bon, je sais que mon grand-père il vient de ce coin-là. Je regarde ça, j'ouvre ça. Ah, il y a le mariage de mes grands-parents. Wow, merveilleux, j'existe. On est là au moins depuis cette époque-là. Là, on ne vient pas d'être. Fait que là, je continue à remonter. Je fais je remonte peu à peu, là, les autres générations. Il y a d'autres dictionnaires. Il y en a qui sont reliés de façon un peu plus officielle, là, quand même. Là, celui-là, c'est un peu l'exception. Mais
il y a beaucoup de répertoires sur papier qui étaient déjà disponibles à l'époque. Je commence à faire ma généalogie. Entre-temps, j'apprends qu'un de mes cousins, lui aussi, il avait la généalogie de la famille. Lui, c'est du côté de ma mère. Fait que là, de temps en temps, on se téléphone. Fait que là, je commence à recopier donc les données généalogiques que lui me donne, là, génération par génération, en le copiant sur papier. Euh, donc, j'ai commencé à faire de la généalogie en partie par téléphone avant de découvrir Internet, avant même qu'Internet existe. Ah non, Internet existait en 69, donc ça fait c'est avant donc de découvrir tout ce qu'on a maintenant à notre disposition là, sur Internet. À l'époque où il fallait qu'on aille dans des bibliothèques ou qu'on connaisse des gens qui nous racontaient leur histoire. Toi, à l'époque, j'avais été, après le décès de mes grands-parents, j'avais été voir la sœur de ma grand-mère pour essayer de faire un reportage. Je pensais que c'est un peu la mode, que les écoles comme ça, que certains pouvaient procéder. Fait que je suis allé la voir, là, puis là, elle me donne des informations donc sur ses parents. Mais j'ai découvert plus tard, c'est quelqu'un d'autre dans la famille qui avait fait la généalogie qui lui avait raconté ça. Donc, ce n'est pas ses souvenirs vraiment à elle qu'elle me racontait, c'était quelqu'un d'autre qui lui avait raconté à elle ce qui s'était Ah, passé à l'époque. C'est pas ce qu'elle se rappelait en réalité. Des fois, ça arrive comme ça, on ne s'en aperçoit pas tout de suite. Mais il y a quelqu'un, je sais qu'il y a quelqu'un dans la famille, au moins, qui a fait de la généalogie. ah oui. Il y a mon cousin avec qui j'osais au téléphone, justement, tout à l'heure, moi j'ai parlé. Il est tombé sur un cahier. Apparemment, c'est une tante euh, de ma grand-mère, probablement, qui a dans un cahier les familles de tout le monde, de son côté de la Ah, famille. Fait que là, on voit, au lieu d'avoir les dates de naissance, on voit la date de fête et l'âge. ah bon. L'âge, l'année où la personne a recueilli l'information. Ah oui, oui. Donc, bon, comme il y a mon âge, je peux évaluer à peu près quand le tout a été fait. Puis là, c'est un cahier. Bon, moi, j'ai une copie numérisée. Là, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans ma famille, avant moi, qui faisait de la généalogie. Et ça, je l'ai appris il y a peut-être 10 ou 15 ans. Là. Donc, ça faisait longtemps que j'avais le piqûre, puis que j'en faisais quand je l'ai appris. Ah oui, Donc, oui. à un moment donné, on a un trésor dans la maison, puis on ne sait pas tout de suite. Là, on l'apprend après longtemps. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, disons. Ouais, ouais, c'est comme ça que la passion est arrivée là, dans votre vie. Oui, c'est ça. C'est arrivé par hasard, là. Ben, par hasard, il y a quand même, c'est quand même pas pour rien que je suis allé fouiller aux archives là, pour aller faire de la généalogie, que peu à peu, j'ai appris ce qu'il fallait, comment faire. Là-bas, il disait si on voulait avoir accès au palais de justice, parce que les 100 dernières années, à l'époque, c'était classé privé. Là, à Ah bon. tous les 5 ou 10 ans, il rajoutait une tranche de 10 ans d'archives au public, mais les archives les plus récentes, donc là, c'est en 1980, mais c'est les 100 dernières années. Donc, de 1880 à 1980, si je voulais jeter un coup d'œil dans ça, il fallait que je sois membre d'une société de généalogie. Ah bon. C'était une exigence à l'époque. Okay? Aujourd'hui, ben, depuis 1992, on n'a plus le droit de toute façon de voir cette information-là. Fait qu'en Mhm. 1980, je suis devenu membre donc, de la Société de généalogie canadienne française à Montréal. En 81, là, je savais que j'avais la piqûre. Et là, je suis devenu membre à vie. Et c'était une aubaine parce qu'à l'époque, c'était, si je me rappelle bien, 250 pour être membre à vie. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 40 par année. Donc, de 250 c'est l'abonnement pour un peu plus que 6 ans. Et nous, ça fait 40 ans là, que je suis membre. Là. Mon investissement a été très, très rentable.
Ben oui, oui. Là, vous nous parlez de votre passion, là. Mais l'homme de tous les jours, là, c'est qui Denis Beauregard, là? Ah, présentement, quand je me lève le matin, la première chose que je fais, mon bureau, il est juste à côté de ma chambre à coucher. Fait que là, je suis là devant l'ordinateur, je regarde ce qui s'est passé sur Facebook, je regarde mon courriel, ensuite je descends déjeuner. Euh, Ce que je fais comme activité en dehors de la généalogie, je pratique la danse sociale, je pratique la danse en ligne. Euh, Moins maintenant parce qu'on a ce qu'on appelle les confinements. On a été privé de danse pendant à peu près 3 mois parce que notre école de danse a fermé à cause de la COVID. Donc, Non. pendant 3 mois, pendant un mois, on a un peu pratiqué à la maison, mais après ça, on a comme arrêté. Après, 2 mois plus tard, j'ai appris qu'il y avait une activité de danse à 1 heure et quart de chez moi, en auto. Et là, aux 2 semaines, là, selon ce qu'on avait comme disponibilité, aux 2 semaines, on faisait 1 heure et quart à l'aller, 1 heure et quart au retour pour aller faire de la danse en ligne dans un parc. On fait de la marche aussi. Là. On va marcher au Mont-Saint-Bruno. Le Ah bon. Mont-Saint-Bruno, ben, c'est un 2 heures pour faire le tour de la montagne. Cet été, on n'a pas fait beaucoup de vélo, là, mais c'est aussi des choses qu'on fait aussi Normalement. de façon générale. Je Hmm. fais un peu d'exercice. Je ne suis pas toujours derrière ma chaise, même si c'est ce que je fais de façon assez régulière là, dans la journée. Oui, oui. Là, ce que je fais comme grosse activité en généalogie, c'est aller vérifier des lignées de gens qui ont fait un test ADN pour voir si ça arrive. Si j'ai 2 lignées qui arrivent vers un ancêtre éloigné, puis que les 2 personnes ont fait des tests, que les 2 tests sont cohérents, bien là, c'est merveilleux. C'est ce qu'on appelle une triangulation. Si j'en ai un troisième qui n'est pas pareil, bien, des fois, j'essaie de trouver l'erreur dedans. Je dis, ah, ben lui, c'est lui-là qui a fait l'erreur, je corrige. Je dis, ah oui, tiens, parfait, un autre truc qui est cohérent avec, ben, c'est dans une autre ligne, dans une autre direction. Mhm. Ça, c'est la chose que je fais là, de mes journées. Là. Maintenant, je suis un peu un retraité, là, un peu retraité parce que je fais ça toute la journée. Ouais. Mon parcours professionnel, là, c'est autre chose. Là. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Donc, j'ai un bac, j'ai une maîtrise. Le sujet de ma maîtrise, c'était un logiciel pour aider à faire des programmes. Donc, quand j'ai commencé ma base de données, l'ancienne version, c'était faite à partir de ce logiciel-là. Il y a 7-8 ans, mon vieil ordinateur m'a lâché. Je suis passé de Windows 98 à Windows 7. Vous voyez, j'ai un côté dinosaure là, quand même. Là. C'était Windows 98, il y a 7-8 ans. C'était déjà, c'était déjà vieux, mais moi, je continuais à m'en servir. Donc, quand c'est arrivé, j'ai refait tout mon logiciel de base de données. Ça m'a donné un outil qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus facile à utiliser. Et ça donne un peu ce que je peux placer sur mon site web maintenant. Ça me donne un accès à mes données pendant que je travaille. Si je vérifie une lignée, ben, je remonte. De temps en temps, j'arrive à ça, ce bout-là, je l'ai déjà fait. Ou ce bout-là, je suis arrivé à un ancêtre. C'est le bon ancêtre, là, c'est le bon monde. Bien, de temps en temps, je dis, ah, les autres, ils n'ont pas fourni assez d'informations. Je pense que celui-là, c'est telle personne. Je vais essayer de remonter ce lignée. Par les hommes, c'est très difficile parce que même si je me trompe, j'ai des bonnes chances d'arriver au bon endroit puis je ne saurai jamais. Mais par les femmes, généralement, si je me suis trompé, ma probabilité de tomber sur la bonne ligne est très faible. Donc, je peux vérifier que je suis vraiment tombé sur la bonne personne de cette façon-là. Et de temps en temps, donc, je remonte la lignée et j'arrive à un point où c'est pas la bonne lignée, c'est pas la bonne, donc je recommence avec quelqu'un d'autre ou avec un autre choix.
Des fois, j'en ai pour des Américains qui cherchent qui leur ancêtre. Ben, il y a 4 ou 5 générations. Puis à un moment donné, il y aura quelqu'un qui arrive du Québec, là, qui est rendu en Nouvelle-Angleterre. Il y a le nom de famille de la fille, là, parce qu'il a été chanceux. Ouais, ouais. Et là, il y a plusieurs possibilités. Là, je regarde, bien, celle-là, oui, a la bonne signature, celle-là, non, celle-là, non, celle-là, non, celle-là, je ne connais pas. Fait que là, je regarde. Celles qui ont une autre signature, je les élimine. Celles qui ont de quoi de cohérent, bien, je regarde si c'est celle-là de l'allure. Si je vois que la personne s'est mariée ici, puis qu'elle a des petits, puis, alors que l'autre est déjà installée quelque part dans l'Ouest américain, par exemple, bien, c'est sûr que ce n'est pas la même personne. Mhm. C'est ce que je fais maintenant à temps plein et avec ce que j'ai comme formation d'ingénieur. J'ai réussi à passer à travers donc toutes ces choses-là. Puis si je me développe des outils au fur et à mesure là, que j'en ai besoin. Mhm. En parlant de généalogie, quelle découverte serait la plus intéressante pour vous que vous avez trouvée, là? OK. Euh, En 92, j'ai découvert ce qu'on appelle le fonds André Beauregard. André Beauregard, c'était le curé de Varennes. C'est un monsieur qui est mort à 100 ans. Si vous allez à Varennes, juste à côté du presbytère, il y a une rue Beauregard qui est Ah, nommée en son honneur. Il a été curé là pendant assez longtemps. Et il avait organisé quelque chose comme le 325e anniversaire de Varennes. Et il y a son frère Jean-Marie qui lui avait donné un coup de main. Son frère, qui est aussi un curé, qui est un dominicain. Et pour le remercier, il a payé un voyage en France. Et ah, donc, le bon curé Jean-Marie Beauregard, dans les années 50, il a pris le bateau, il est allé en France, il a découvert le village, le bon village d'où venaient les Jarrets, parce que notre ancêtre, c'est André Jarret, sieur de Beauregard. Donc, il a découvert l'endroit, le village réel d'où il vient. Il a été à Saint-Chef. Saint-Chef, c'est le village voisin du village en question. Puis les archives sont toutes là-bas. Il a réussi à en faire photographier une bonne quantité. Ensuite, il est revenu ici, puis il est mort pas longtemps après. Son ah. frère, son frère, il est mort centenaire. Fait que, quelque part dans les années 80, il a donné des vieilles boîtes là, de recherche de son frère. Donc, et ça s'est retrouvé à la Bibliothèque nationale, puis ensuite aux Archives nationales. En 92, j'ai découvert ce fonds-là, là, 18 boîtes de documents non classés, avec un tas d'informations. Il a fait photographier des registres, ben, les photos étaient là. Moi, j'ai fait photocopier une bonne partie donc, de ces informations-là. J'ai décidé de tout classer. Et il y avait beaucoup de documents sur des choses un peu relativement récentes. Là, mais ce qu'on voit maintenant sur Internet là, dans le fond Drouin, là, parce que c'est des archives qui sont numérisées. Bon, lui, il avait fait des résumés pour des recherches qu'il faisait. Mais il y avait surtout ce qu'il trouvait en France. Il y a des papiers terriers dans ça. Notre ancêtre, c'était pas un seigneur, mais il louait des terres, ses ancêtres louaient des terres au seigneur de la place. Fait que là, il y a plein de jarrets qui ont des terres là-bas. On sait à quelle année ils les ont eu parce que les papiers terriers, c'est un peu des actes de notaire en partie. Donc, on voit le nom donc, des gens de qui tiennent la terre dans certains cas. Et moi, j'ai tout pris ces morceaux-là, je les ai tous mis ensemble. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait une lignée qui fonctionnait. Toutes les autres lignées, toutes les autres jarrets, je n'étais pas capable de déplacer. La lignée, c'est la mienne. J'ai vraiment été chanceux. Parce que dans tous les documents qu'il y avait, il y en avait une petite partie où ils vont donner le nom du père. La personne, parce qu'elle tient la terre de son père. Et il y en a pour lesquels
peut-être que la personne est décédée avant son père, ou peut-être parce qu'elle l'a acheté. On n'a pas ce détail-là. Mais dans mon cas, les gens étaient apparemment ils étaient assez vieux pour la donner au fils de leur vivant. Donc, on a réussi à aller chercher cette information-là et donc, j'ai pu trouver 5 générations de mes ancêtres Jarret en France. Donc, là, j'ai réussi à remonter plus loin, alors qu'on ne s'attendait pas à trouver ça, là, là. Ah oui, Ça, oui. c'était une belle découverte. Donc, ça, c'est en 92. Je suis allé en France en 80. J'ai loué une voiture. Je me suis promené dans la région d'où venait mon ancêtre, mais je ne suis pas allé dans le beau village. Et un peu c'est plus tard que j'ai appris c'était quoi le beau village. Et je suis retourné en France en 95. Ça, la recherche dont je vous parle, c'est en 92. Ah Et oui. je suis allé en France donc en 95. Et là, je suis allé à Grenoble, j'ai loué une voiture et je suis allé dans le village où mes ancêtres venaient. Et là, j'ai rencontré Madame Jarret, parce que mon ancêtre, c'est Jarret. J'ai Ah, rencontré la dernière Madame Jarret du village. Son père, Alexandre Jarret, c'était le dernier Monsieur Jarret. ah oui, Donc, oui. la madame avait à peu près 75 ans à l'époque, là, donc ça fait quand même un bout de temps. Euh, j'ai rencontré elle habitait chez sa fille, c'était pas une Jarret, évidemment, parce que les femmes changent de nom quand ils se marient. Et j'ai rencontré aussi sa nièce, donc elle, la fille de l'autre Mme Jarret, mais elle, sa mère était déjà décédée. Donc, j'ai rencontré les derniers ancêtres, les derniers cousins français qu'on avait donc dans ce village-là. Ça, Ah oui. c'était en 95. Maintenant que je savais c'était où, là, j'en ai profité, puis je suis allé donc aller visiter donc, le village ancestral. Oui, oui. C'était peut-être une maison d'époque. Il y avait une vieille maison délabrée qui avait l'air d'avoir 400 ans, mais on ne sait pas à qui appartenait cette maison-là. Ah, oui. Avez-vous une anecdote amusante? Euh, Durant toute cette période-là là, de recherche, là, il doit y avoir des faits cocasses. Ben, il y a toujours des petites choses qui arrivent, là, des choses qu'on trouve et qu'on ne s'attendait pas à trouver ou qu'on comprend ce qu'on a vu après l'avoir analysé complètement. On pense qu'on est complètement à côté. Des choses comme ça arrive assez fréquemment. Des choses cocasses, c'est jamais, c'est jamais évident à se rappeler, mais c'est sûr qu'il il y a des situations où, une fois, je donnais une conférence à un monsieur qui dormait à sa première rangée. Là, il y a des choses comme ça. J'ai donné une conférence pour le 400e, le 300e anniversaire de Détroit en 2001. Et là, je raconte une histoire où j'explique. Attendez, il faut que je me rappelle. Si je me rappelle bien, je compte une joke sur la façon que les Français ont, dont les archives françaises fonctionnent. Parce que je dis, je suis allé dans des archives et là, je suis sûr que les archives, ils ont fait un concours à savoir c'est qui va trouver la façon la plus compliquée de travailler, de faire des recherches. Parce qu'effectivement, quand on va en France, à l'époque, en tout cas, avant que tout soit sur Internet, il fallait que tu remplisses une petite fiche, tu as droit à 2 fiches par jour, à 2 documents que tu peux consulter, 2 originaux. Moi, je suis allé en 80 avec 400 fiches, là. J'ai fait le tour d'une dizaine d'archives. Fait que j'avais trouvé ça un peu ardu, le système. J'ai été chanceux. Euh, ben, donc, en 2001, je raconte cette histoire-là dans une conférence là, à Belle-Rivière, en Ontario, pour la société habitant, une société de géologie donc, de Détroit. Et autour de 90-95, je vais donner une conférence à McGill
pour la Québec Family History Society, qui est une société à Pointe-Claire anglophone. Dans les deux cas, c'est des conférences que j'avais données en anglais. Et je commence à introduire le sujet pour présenter la même anecdote. Parce que c'était le même sujet que je couvrais. Dans les deux cas, c'était une conférence sur les recherches en France. Puis là, j'entends quelqu'un rire en arrière. La madame, elle avait assisté à ma conférence en 2001, puis elle savait vers où je m'en venais. Fait que là, elle, savait, elle connaissait déjà le punch de l'histoire. Elle l'avait ri avant de l'entendre. Ça j'avais trouvé ça assez spécial. Là. Ben oui, oui. Oui. Mais effectivement, quand on présente des conférences, il y a toujours des choses qu'on va rappeler aux gens, qu'on va raconter de façon un peu légère. Puis, c'est pas nécessairement de la généalogie directe, mais quand on lui raconte, il y a des choses qu'on va lui raconter, puis qu'on voit les gens rire, on voit que les gens vraiment prennent goût au sujet, puis qui suivent. Parce que il y a des conférenciers que j'ai vus, les gens ils étaient là un peu par devoir, mais moi, j'ai de la misère à suivre. Quand je suis assis trop longtemps, j'ai de la misère à suivre. Il faut vraiment m'attirer. Il y a beaucoup de conférences où j'ai de la misère à suivre à cause de ça. Mais quand la personne est vraiment intéressante, que la personne sort, ne peut pas juste dire moi, j'ai trouvé que lui, c'était le père de lui, qui était le père de lui, qui était le père de lui. Mais là, qu'elle ajoute, lui, il a fait telle chose, lui, il a fait telle autre chose. J'ai fait une conférence, par exemple, sur comment faire des recherches aux États-Unis. Bien là, je raconte un peu le contexte dans lequel maintenant je fais mes vérifications quand des Américains m'envoient de l'information. Puis là, je lui raconte un peu. Oui, lui, il m'a écrit il y a 15 ans, là, on se faisait une recherche sur papier, là, dans les documents, on réussit à rien trouver. Et là, le même monsieur, je tombe en cause sur lui, il a fait une recherche ADN. Le gars, il cherchait, s'il était supposé être un Leblanc, qui avait changé de nom aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi, son nouveau nom n'a aucun rapport avec l'ancien. Et là, il cherchait on cherchait un Leblanc parce qu'il disait, ben là, je cherchais avec son nom que le gars utilisait. Ensuite, on est passé à un autre nom. Là, on ne le trouvait pas non plus. Et finalement, ce n'est pas un Leblanc, c'est un Laplante. L'ancêtre, c'était un Laplante qui a changé de nom, donc, pour une raison qu'on ne saura jamais, parce qu'apparemment, il a pris le nom de son cousin, ou on ne sait pas trop. Lui-même, il ne sait pas pourquoi. Et donc, quand on a fait sa généalogie par ADN, on voit qu'il arrive là, qu'il y a effectivement un Laplante, que les informations sont bonnes, il y a le bon prénom, il y a le bon âge, il y a le bon âge, tout concorde. À l'époque, sans ADN, on cherchait un Leblanc. Fait que de temps en temps, on en a comme ça. Quand on regarde un peu ce qu'on avait comme indice, quand on voit ce qu'on a maintenant de plus, bien, dans plusieurs cas, là, ça fait des nouvelles découvertes, des nouvelles choses qu'on trouve. Dans certains cas, c'est des gens dont les parents sont inconnus qu'on réussit à retrouver. Ah oui. Alors, là, c'est avant 1700. Après 1700, il commence à y avoir trop de monde. Mais avant 1700, on en a quelques-uns qui commencent à trouver comme ça. Ah, oui. Et il y en a aussi, on connaissait leur ancêtre, mais c'était pas le bon. De temps en temps, on en trouve un comme ça, là, un descendant qui a fait son test ADN, puis en vérifiant, non, s'il y a quelque part, puis des fois, on a un beau cas, là, où il y a le pionnier, il y a 3 de ses fils pour lesquels on a la signature, et pour un de ses fils, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, on a même son baptême, il est genre 7e ou 8e. Et pour lui aussi, on a 3 descendants qui ont une autre signature ADN différente.
Il y a Ah, 3 descendants, alors il n'y a pas eu d'erreur en cours de route. On ne s'est pas trompé, on n'a pas bifurqué vers une autre lignée. C'est vraiment lui et son père, c'est pas lui. Peut-être que sa mère, c'est pas la bonne non plus. Peut-être qu'ils ont adopté une petite du voisin, ça, on ne le sait pas. Là. Mais il y a un baptême, puis il est baptisé à 2 jours. Là, fait que, je suppose que la mère est bonne. On en a quelques-uns comme ça. Ça, c'est la forme de l'ADN. On apprend, il y a, après 300 ans, c'est qui était vraiment dans la chambre de coucher. ah oui, oui. Ben, généralement, on ne peut pas mettre le doigt à la génération où ça change pour nous. On sait que quelque part, entre telle génération, c'est sûr, après, évidemment, la personne aujourd'hui, c'est elle qui a fait le test, donc on le sait aussi. Mais entre les deux, il y a quelque part un petit peu, mais on ne sait pas où. Ah oui. En parlant d'ADN, avez-vous un site où on peut se référer? Bien, Au Québec? sur mon site même, là, j'ai fait un dictionnaire, pardon, j'ai fait un guide. Donc, mon site, c'est francogène.com, /ADN. Et là, j'ai un guide qui explique comment fonctionne l'ADN. J'ai un catalogue de triangulation. On est rendu à je pense, 489. Là, je suis en train d'en préparer une autre série. On va peut-être atteindre le 500, là. Je ne suis pas sûr. Mais on ne sera pas loin. Ah, Donc, des triangulations, c'est qu'on a 2 descendants de la même personne qui ont des signatures ADN cohérentes. Donc, on sait que l'ancêtre, celui où les 2 lignées se croisent, il y avait aussi cette signature-là. ah oui, oui, oui. Donc, on a des cas comme ça, là. On a pas loin de 500 cas de ce genre-là qui sont résolus. On a deux cas problèmes qui sont un peu en lumière, c'est-à-dire que le père et le fils sont dans des triangulations différentes parce que le père n'est pas le père biologique, mais le Ah père, oui, c'est oui. le père, donc le fils a le même nom de famille que son père. Donc, on en a une bonne quantité comme ça. Et dans l'autre cas, c'est on a quelqu'un qui descend d'un fils, donc on a deux descendants de cette personne-là qui sont testés, et on a un autre d'un petit-fils, donc par un troisième frère. Et là encore, on a 2 personnes qui descendent de ce gars-là. Donc, on a une famille comme ça. Ça, c'est les Martineau du Saint-Onge. On a 2 signatures. On ne sait pas encore laquelle des 2 va gagner. Mais à un moment donné on va en trouver un qui descend d'un autre fils. Parce que les 2 petits-fils qui ont la même signature, ils descendent d'un fils. Et le troisième, qui a aussi 2 signatures, lui, c'est un petit-fils. Donc, est-ce que c'est son père ou son grand-père? Est-ce que c'est cette signature à son père ou son grand-père? Biologique et légal, ça, on ne sait pas. Donc, à un moment donné, il y a une autre personne qui va tester, qui va se faire tester, on va remonter la lignée, puis on va avoir une confirmation. Ah, lui, c'est lui. Ah, Bien, lui, c'est qui? Puis on va essayer de trouver c'est qui les bons parents. On a des cas comme ça où on a assez d'informations pour savoir de quelle famille il vient. ah oui, oui. Et on a quelqu'un d'autre dans le coin, effectivement, qui est de l'autre famille. Donc, des fois, on a un candidat possible, donc il faut que ce soit lui le père. Des fois, on n'a aucune idée. Là, ça peut être un soldat, ça peut être un curé, ça peut être quelqu'un qui n'a tout simplement aucun enfant. Donc, on ne peut pas comparer sa signature. Par exemple, on n'a pas de signature ADN de Champlain. Si à un Ah, moment donné, quelqu'un réussit à trouver le fameux tombeau de Champlain que des gens recherchent depuis des années, ben, on ne pourra pas dire, ben oui, on a un monsieur de Champlain ici. On ne pourra pas comparer parce que le monsieur de Champlain descend de quelqu'un dont le nom initial n'est pas Champlain et qui ne descend pas de Samuel de Champlain. ah oui, oui. Donc, on ne pourra pas vérifier cette information-là. Mais dans d'autres cas, oui, dans des cimetières anciens, on pourrait éventuellement
identifier quelqu'un en regardant sa signature ADN. Parce qu'on a assez d'informations aujourd'hui pour avoir de bonnes chances d'identifier quelqu'un. Oui, très intéressant, M. Beauregard. On vous écouterait toute la journée, mais malheureusement, il faut s'arrêter bientôt. Auriez-vous un dernier mot pour nos amis qui nous écoutent? Donc, peut-être les nouveaux là, qui débutent, là, parce qu'on réalise une chose, hein, c'est pas donné à tout le monde de faire la généalogie. Ça prend pas juste quelques heures, ça prend un peu de patience. Oui, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir à recommencer sa recherche. Donc, vérifier au fur et à mesure toutes les informations que l'on trouve. Il y a des sites web, les gens prennent un malin plaisir à s'inventer des ancêtres. Ah Et oui. ouais, pour les Acadiens indiens, c'est débile quand on y pense. Euh, il y a quelqu'un qui a avancé que toutes les femmes acadiennes dont on n'avait pas le nom des parents, c'est des Indiennes. Ah bon. Il y a des tests ADN qui sont faites depuis, puis non, c'est des Européennes et il n'y a aucun doute. Là, donc, de façon générale, si l'Acadienne a un nom de famille, c'est une Européenne. Et quand elle a, dans les rares cas où elle avait un nom français, c'est arrivé un peu plus tard parce qu'effectivement, son père est un Européen, mais sa mère est une Amérindienne. Ah oui, oui. Donc, si on y va un peu trop à l'aveuglette sur certains sites, on peut tomber sur n'importe quoi. Bon, moi, sur mon site, j'ai une base de données que j'estime être fiable. Pour cette partie-là, moi, j'ai mis comme date de coupure 1721. Donc, j'ai un dictionnaire pour les Acadiens les plus anciens. Généralement, si les parents ne sont pas là, on ne les connaît pas, tout simplement. Euh, donc, pour les données, il faut utiliser un site fiable. Puis, il y a beaucoup de sites qui ne le sont pas. C'est pas parce qu'un site apparaît au premier rang dans Google qui est fiable. Il apparaît au premier rang parce qu'il y a beaucoup de pages. C'est des choses que les gens ne comprennent pas toujours. Il y a des gens qui font un bon travail, qui font un travail minutieux. Et il y a des gens qui copient tout le monde. Et Ah, à un moment donné pour les ancêtres bon, il y a Catherine de Bayon, dont on peut remonter l'ascendance jusqu'à Charlemagne, okay? Donc, qui est un beau cas connu donc, de généalogie royale. Mais il y a quelqu'un qui a fait la généalogie de son mari, puis qui a inversé les parents. Donc, son mari aussi sur un site web, son mari aussi a une ascendance royale, mais c'est la sienne. La personne s'est tout simplement trompée. Des fois, c'est le logiciel de généalogie qui se trompe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Colin de Martinguerre qui s'est marié à peu près 20 fois, qui a eu 20 conjoints à peu près tous en même temps, qui ont tous des enfants. Apparemment, c'est un logiciel de généalogie qui, quand il ne trouve pas quelqu'un, il fait ce nom-là. ah bon. Il y a des gens qui ont ajouté ce nom-là à leur généalogie. Et non, c'est pas. Mhm. Donc, ça, c'est un bel exemple là, de données qui est fictive qu'on trouve dans beaucoup de sites. Là. Donc, il y a des choses comme ça qu'on voit là. Moi, j'essaie de faire un travail sérieux. Ce que je mets dans ma base de données, donc j'essaie de mettre des informations sérieuses. Quand je fais une vérification, il y a des choses que je ne peux pas vérifier. Là, aux États-Unis, par exemple, j'essaie d'être le plus près de la source de l'information parce qu'il y en a beaucoup d'Américains qui ont fait un test d'ADN. Donc, les gens font une recherche. Il y a des gens, effectivement, quand je fais la vérification, j'apporte la correction, et là, je tombe sur les bons parents. Mais j'essaie d'y aller sur ce qui est le plus fiable possible. Donc, ce qui est le plus fiable possible, c'est
les registres originaux. Le meilleur site, c'est Ah, celui de Généalogie Québec. Ils ont indexé tous les mariages du Québec, les mariages catholiques jusqu'en 1918 du Québec. Donc, vous avez au moins une possibilité de les vérifier ceux-là. Puis là, s'ils se sont trompés, là, si la mère s'appelait Catherine, puis ils ont marqué Marguerite, bien là, vous pouvez voir dans l'acte. Donc, ah, au moins, vous pouvez vérifier au fur et à mesure que vous faites une information. Il y a Family Research, qui est un site gratuit qui a les copies des registres catholiques jusqu'à 1876. Donc, lui aussi, vous pouvez aller vérifier ces informations-là. Il y en a après. C'est pas indexé. Les mariages ne sont pas indexés, mais il y a aussi donc des possibilités de vérifier l'information. Si vous commencez maintenant, il y en a déjà beaucoup de recherches qui ont été faites. Il faut juste que vous tombiez sur les bonnes recherches, là, parce que si quelqu'un s'est inventé des parents, dit ah oui, lui, ça fait bien, c'est du beau monde, là, je vais lui les prendre comme parents, parce que j'ai trouvé faux. Ou bien donc, il y a le même prénom, il y a le même nom de famille, puis bon, il y a 3 ans de différence sur l'année de naissance, mais c'est parce qu'ils sont trompés, puis je ne le trouve pas, je vais mettre dessus. Dans certains cas, c'est ce que les gens vont faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment vérifier. Si le nom des parents n'est pas dans le registre des mariages, ça peut être parce que la personne ne connaissait pas ses parents, puis son nom de famille, c'est celui de son tuteur, la personne qui l'a adopté. Fait que si vous lisez dans l'acte, vraiment l'information, vous allez pouvoir faire des corrections de ce côté-là. mhm. Ce qu'il faut, c'est vraiment vérifier ce que l'on fait au fur et à mesure, puis d'aller le plus près de l'original. Ah, Vous oui. avez les recensements aussi qui sont en ligne, qui peuvent vous permettre de voir un peu. Si la personne n'est pas parmi sa famille en telle année, alors qu'elle devrait y être, c'est peut-être parce que ce n'est pas les beaux-parents que vous avez trouvés. Ah, oui, Il y a des choses comme ça qu'il faut regarder. des petits trucs. Eh bien, merci beaucoup, M. Beauregard. Ce fut très intéressant. Puis, je vous souhaite longue vie et longue vie à vos recherches. Merci. Eh bien, c'était une rencontre avec Denis Beauregard, un passionné de généalogie. Merci et à bientôt.